Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver toujours aussi nombreux pour ce 5e webinaire agro-organique Fraissinet. Je suis Olivier Demarle, directeur innovation qualité, et je suis avec Marie-Emmanuelle Saint-Macary, la responsable scientifique et innovation du groupe. Après 4 webinaires axés sur la biostimulation que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube, nous avons souhaité ouvrir un nouveau cycle consacré au sol, à son fonctionnement pour la production végétale. Donc, vous êtes aujourd'hui habitués à nos webinaires agro-organiques Fraissinet. Dans un premier temps, Manu introduira un petit peu le sujet et présentera l'intervenant. Ensuite, tout au long de la présentation qui sera faite pendant 35 à 40 minutes, Manu fera aussi des petits temps de synthèse et de récapitulatif. Et enfin, nous prendrons un temps pour répondre à toutes vos questions. Et à la fin, je poserai des questions aux deux intervenants. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment ravie de vous retrouver à nouveau, ça fait un certain temps, pour ce webinaire agro-organique. Et aujourd'hui, alors, nous allons creuser un sujet plus terre à terre, si je puis me permettre, avec le docteur Jean-François Bian, qui est un expert de la fertilité des sols agricoles. Et nous avons donc la chance de l'avoir avec nous aujourd'hui pour essayer de décrypter un petit peu ce monde souterrain. Donc, il est docteur en sciences agronomiques, enseignant-chercheur à l'école d'agriculture ISARA, et ses travaux de recherche portent depuis une vingtaine d'années sur l'influence des itinéraires techniques et du travail du sol, notamment sur la qualité physique et biologique de ces sols. Il a donc travaillé sur le développement de bioindicateurs et également sur des outils de caractérisation de cette fertilité des sols au champ, au terrain, avec les agriculteurs. Donc aujourd'hui, nous souhaitons qu'il nous éclaire sur l'état biologique de nos sols avec cette question que nous lui avons posée. Alors finalement, nos sols sont-ils morts? Bien, bonjour, merci de m'avoir invité pour ce webinaire et je suis ravi de partager quelques éléments sur la fertilité des sols et leur gestion. Donc c'est tout l'objet aujourd'hui de ce webinaire. Donc on l'a réintitulé sur la notion de la fertilité des sols, quel est son état des lieux et quelles pratiques on peut mettre en œuvre pour l'entretenir. Alors, si on commence par poser cette question de la fertilité des sols, est-ce qu'elle est vraiment en danger et qu'est-ce qu'on a? C'est déjà se poser la question de pourquoi finalement cette question au départ. La notion de fertilité, de fragilité des sols, elle est éminemment variable et grande due à la diversité des sols. Et les sols sont immensément divers au sein donc de la biosphère. Ils sont issus donc de processus très complexes. Et donc la fertilité des sols est très différente selon le type de sol que l'on considère, selon le type de climat et encore bien sûr selon le système de production dans lequel on est. Donc on a déjà une immense diversité de sols qui rend l'approche de cette notion de fertilité un peu plus complexe. Alors pourquoi c'est important de se poser la question de l'état des sols, de leur niveau de biodiversité et de fertilité? C'est important de se poser cette question aujourd'hui parce que les sols sont à l'origine de nombreux services écosystémiques. Alors cette diapositive, elle liste les principaux services écosystémiques rendus par les sols cultivés ou non cultivés. Donc je vous en cite que quelques-uns. Les sols rendent donc des services sur la régulation du climat, sur tous les cycles biogéochimiques, azote, phosphore, potassium, etc. Jouent un rôle dans la séquestration du carbone, notamment, et donc sur la régulation du climat, régulent les contaminants de l'air, de l'eau, etc. Et ils ont aussi plein d'autres fonctions, souvent un peu méconnues ou oubliées, donc on les regroupe sous le terme donc de services écosystémiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que un sol fertile, c'est un sol qui va rendre un ensemble de services écosystémiques les plus complets. Et au centre et à l'origine de ces services écosystémiques, on retrouve la biodiversité qu'hébergent les sols. Et c'est bien donc l'ensemble des organismes vivants dans les sols, par leurs processus, qui sont à l'origine de l'ensemble des services écosystémiques qui sont listés ici. Alors pour simplifier un petit peu, finalement, quand on s'intéresse au sol agricole, on peut aussi représenter plus simplement
ces 3 grands services finalement qu'on attend donc de sols agricoles. C'est déjà donc des sols qui permettent de soutenir une production d'une façon durable. Et le soutien de cette production se fait donc via des processus de régulation très importants pour la production agricole, comme la régulation du cycle de l'eau, du cycle de nutriments, et aussi la capacité filtrante de l'eau et du sol, pardon, et notamment par exemple pour l'épuration de l'eau. Et enfin, le fameux puits de carbone dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et à l'origine donc de ces fonctions de production et de régulation, il ne faut pas oublier que le sol, c'est aussi un formidable habitat et qui héberge du coup une immense diversité d'organismes du sol et qui vont rendre donc de nombreuses fonctions et assurer ces services de régulation et de production. Donc on va un petit peu regarder comment tout cela s'organise. Alors, on se pose la question aujourd'hui des sols vivants, on se pose beaucoup de questions autour de la fertilité des sols, de sa dégradation, etc. Alors, d'où vient cette dégradation et quelles sont les menaces finalement sur ces sols-là? Si on regarde à l'échelle mondiale, on voit ici, vous avez une carte où vous avez en rouge ici des sols qui ont une dégradation forte de leur fonctionnement et des services écosystémiques qu'ils peuvent rendre. Donc on a des sols très dégradés, vous les voyez ici en rouge, des sols dégradés, et là on voit par exemple ici que la France est relativement donc soumise à une dégradation donc de la fertilité des sols. Alors quels sont les facteurs de dégradation? L'agriculture n'est pas responsable de tout, et le premier facteur de dégradation, il ne faut pas l'oublier, c'est l'imperméabilisation des sols et l'urbanisation. La déforestation est aussi en grande partie responsable donc de cette perte de fertilité des sols. Alors l'agriculture n'est pas totalement étrangère à la déforestation non plus. Et puis on retrouve aussi les pollutions des sols par des métaux lourds, des composés polycycliques aromatiques et aussi des pesticides. Chose qui c'est un peu moins connue, on va dire, mais qui est très, très prégnante et très importante aussi. Et puis bien sûr, on a des processus d'érosion, de tassement des sols et des baisses de stock de matière organique dans ces sols qui sont essentiellement dues à des pratiques d'entretien de la fertilité des sols non adaptées. Et ce qui donc fragilise la fertilité de ces sols et notamment fragilise les systèmes de production par rapport aux enjeux qui nous attendent demain, d'autonomie des systèmes alimentaires ou de changement climatique. Et cette dégradation entraîne une rupture des cycles biogéochimiques et des pertes de biodiversité dans les sols et des fonctions associées à ces sols-là. Donc ça, c'est à une échelle mondiale. Si on s'intéresse maintenant à l'échelle de la France métropolitaine, qu'est-ce qu'on a comme outil de mesure et de suivi de cette fertilité des sols? Alors on a un outil formidable en France qui s'appelle le RMQS, qui est le réseau de la mesure de la qualité des sols. Sur une maille de tous les 10 km², il y a une fosse pédologique qui est faite avec des échantillonnages qui sont faits et avec une campagne d'échantillonnage tous les 5 ou 10 ans sur les mêmes points pour suivre l'évolution de la fertilité des sols. Alors on vous présente ici une carte de 90 à 2004, ici, où on a une évolution des teneurs en carbone organique des sols grâce à ce réseau de mesures. Donc on va vous présenter quelques cartes pour situer un petit peu, au travers de quelques indicateurs, l'état de fertilité des sols. Donc si on regarde le carbone organique, si on regarde assez rapidement, on voit en fait que les zones en bleu qui tirent jusqu'un petit peu vers le vert, augmentent finalement entre 90 et 2000. Ce qui veut dire qu'on a effectivement une baisse des teneurs en matière organique dans les sols métropolitains. Et on verra par la suite que cette baisse des matières organiques peut avoir des conséquences importantes sur la fertilité et sur la biodiversité qu'hébergent les sols. Si on s'intéresse à d'autres facteurs, à d'autres indicateurs de la fertilité des sols, on en a retenu 3, donc les matières organiques et aussi un autre indicateur qui est le pH du sol, le pH eau du sol qui représente un petit peu la fertilité chimique entre guillemets du sol. On voit là aussi que grâce à ce réseau de mesures, la qualité des sols, on a des pH du sol très différents. Et je vous expliquerai un petit peu par la suite en quoi
ce pH des sols est un driver très important pour la fertilité des sols et qui va orienter en grande partie la diversité et les activités des organismes du sol. Donc vous pouvez voir ici qu'on a des sols acides dans certaines régions qui sont très bien connues, hein, ici, si on le voit sur le sud-ouest, avec notamment les landes et les forêts de pins, ici, vous voyez. Donc on a donc une fertilité chimique très variable en France selon où on se situe. Et là encore, des pratiques non adaptées peuvent entraîner une baisse de cette fertilité chimique et une acidification des sols. Enfin, pour répondre un petit peu au titre un peu provocateur du départ sur est-ce que finalement les sols sont morts en France et dans le monde, alors j'ai envie de dire non, ils sont dégradés, mais loin d'être morts. Un exemple, toujours grâce au réseau RMQS ici, vous avez sur la carte à droite la diversité bactérienne dans les sols métropolitains. Donc c'est un travail issu de l'INRAE de Dijon dans un ouvrage qui s'appelle l'Atlas français des bactéries du sol, très intéressant. Et vous pouvez voir en fait le nombre de taxons que l'on retrouve dans les sols qui est très très important. Et on voit ici que, par exemple, la diversité microbienne, bactérienne en tout cas des sols, suit relativement bien le pH. On voit que les plus faibles diversités bactériennes sont souvent associées à des pH assez bas et que des fortes diversités bactériennes sont souvent associées avec la carte de la matière organique des sols. Alors c'est un peu simplifié ce que je vous dis, mais c'est pour vous montrer le lien finalement entre la matière organique, l'état chimique du sol et la biodiversité vue au travers du prisme de la diversité bactérienne ici. Il y a bien d'autres organismes dans les sols, c'est un réservoir formidable de biodiversité qui est impacté par des pratiques non adaptées, mais pour autant, les sols sont dégradés et c'est l'objet de ce webinaire de voir aussi quelques leviers pour justement entretenir et améliorer cette fertilité et notamment la biodiversité dans les sols. Donc, si je comprends bien, et si nous comprenons bien, les sols ne sont pas morts. Déjà, c'est rassurant. Mais ils sont dégradés, puisque quand on a vu l'évolution, c'est assez notable, on perd de la matière organique. Et donc, les briques qui viennent d'être exposées, qui sont des dégradations, on a de 3 types. Donc, des dégradations physiques, chimiques ou biologiques. Donc, parmi les dégradations physiques qu'on peut retrouver, est connu notamment dans le secteur agricole, tout ce qui va être tassement, compaction des sols. Il y a aussi des phénomènes de déshydratation ou d'inondation, donc la gestion hydrique des sols. L'intervention mécanique, alors là, c'est clé pour le secteur agricole. Dans les dégradations chimiques qui ont été données, donc nous avons notamment la baisse des matières organiques qui est vraiment un point clé. Et également, dans les dégradations chimiques, ce manque de nutriments qui est souvent dû à l'exportation des matières de production végétale et la modification du statut acido-basique qui était représenté par la carte des pH. Donc, dans les dégradations physiques et chimiques aussi, tout cela, quelquefois, conduit à des problèmes de salinisation de nos sols. Côté, donc, la dégradation qui affecte le côté biologique, on peut parler aussi d'acidification, comme ça a été noté. Et ce qu'on peut dire, c'est que dégradation physique donc, conduit à une érosion de nos sols, les dégradations chimiques conduisent à des pollutions de nos sols, et c'est bien érosion et pollution qui conduisent à la baisse de biodiversité. Et cette baisse de biodiversité donc, est notable, ils sont donc dégradés. Donc, sur la diapo suivante, voilà, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont dégradés et cela est dû à un dysfonctionnement des sols. Donc, on a modifié une des fonctions des sols. Et aujourd'hui, ce qu'on peut noter, c'est que l'habitat est dégradé. Et donc, l'idée franchement, de ce webinaire, c'est clairement d'essayer de trouver le pourquoi du comment. L'habitat est dégradé. Il est nécessaire à la vie des sols, donc à l'activité biologique, qui elle-même est nécessaire à une bonne productivité. Donc, dans ce cycle, la question qu'on pose, c'est finalement l'habitat est dégradé, mais comment peut-on jouer sur cet habitat et
Qui sont les organismes du sol et à quoi peuvent-ils servir? Bien, merci pour cette synthèse. Donc, on a vu quelques éléments très rapidement sur des facteurs de dégradation de la fertilité des sols et sa surveillance, les outils de surveillance qu'on peut avoir notamment à l'échelle donc de la métropole française. Avant de rentrer en fait un petit peu sur quelques exemples et quelques pratiques, il nous semblait particulièrement important de revenir sur cette notion de fertilité des sols. On entend souvent beaucoup de choses sur la biodiversité, les vers de terre, etc. Et on se focalise sur quelques indicateurs en perdant de vue, il me semble en tout cas, le fonctionnement global d'un sol. Et il faut toujours y revenir si on veut pouvoir conseiller, accompagner les agricultrices, les agriculteurs donc dans leur travail ou que ceux-ci puissent bien gérer leur sol, il faut en comprendre les bases. Donc la fertilité, c'est une notion complexe, polysémique, assez vieille et qui est difficile à définir. Et si on veut essayer de faire ça d'un point de vue assez pragmatique, j'ai envie de dire, il faut un peu simplifier et découper cette notion de fertilité. Finalement, c'est comment fonctionne un sol. Un sol, selon moi, il fonctionne en fait sur trois jambes principales qui sont donc la structure du sol, des habitants dans ce sol-là et des ressources trophiques. Donc en fait, on a l'habitat du sol qui peut être représenté par la structure du sol. C'est cette première bulle que vous voyez ici. La structure du sol, donc c'est l'espace poral du sol, dans lequel les habitants vont pouvoir circuler et agir. Donc les habitants, c'est l'ensemble donc des micro-organismes, macro-organismes, méso-organismes, etc. L'ensemble de la biocénose du sol, qui a besoin d'un habitat fonctionnel, donc une bonne porosité, pour pouvoir agir, pour pouvoir vivre, se déplacer et vivre sereinement. Mais pour qu'elle puisse vivre sereinement, cette biodiversité dans le sol, il lui faut aussi des ressources trophiques en quantité et en qualité suffisante dans le sol. Et c'est donc l'état organique du sol que l'on doit caractériser. Et vous voyez en fait que ces trois grands postes là ici de la fertilité des sols, donc habitat, habitants et les ressources trophiques de ces organismes sont en interaction permanente. Par exemple, la structure du sol va conditionner, va orienter les conditions de vie des organismes du sol, bien sûr. Mais en même temps, les organismes du sol vont modifier leur propre habitat. L'exemple le plus simple, c'est celui des vers de terre avec le creusement de galeries qui vont donc améliorer, modifier cet habitat. Et puis, on voit que selon la quantité et la qualité des matières organiques, ces matières organiques vont servir de source de carbone et donc d'énergie pour la biodiversité du sol. Et en même temps, les organismes du sol vont transformer cette matière organique. Et puis aussi d'interactions et des interactions nombreuses entre la matière organique et la structure du sol, dont on reparlera un petit peu après. Et ces trois, vous voyez que c'est en interaction permanente. Et ces interactions sont aussi modulées par quelque chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est le statut acido-basique du sol, on va dire, alors qui est résumé le plus simplement, alors assez mal, mais le plus simplement par le pH du sol et les équilibres en base du sol. Et donc cet équilibre en base va réguler toutes ces interactions. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que finalement, la fertilité du sol n'est pas un état stable, c'est un état en perpétuelle évolution. Bien sûr, sous les conditions climatiques, et encore plus avec les pratiques agricoles qui sont mises en œuvre, qui vont modifier l'ensemble donc de ces interactions. Et un sol fertile, c'est un sol où ces interactions sont maximales, équilibrées et qui permet donc de rendre ces services-là. Mais si on se pose la question de comment mesurer, évaluer, approcher cette notion de la fertilité des sols dans un contexte donné, ça veut dire en fait qu'il va falloir ouvrir chacune de ces boîtes. Donc là, vous en avez quatre. Vous avez la structure du sol, le statut acido-basique, l'état organique du sol et la diversité, la quantité et l'activité des organismes du sol. Alors aujourd'hui, on va ouvrir donc trois de ces quatre boîtes-là, la structure, le statut acido-basique, l'état organique du sol et la diversité et la quantité et l'activité des organismes du sol, on en parlera tout au long de ce webinaire, parce que je considère qu'effectivement, en gérant bien la structure du sol, votre état organique et le statut acido-basique du sol, si vos pratiques sont adaptées pour gérer ça, alors vos sols
devrait abriter une quantité, une diversité d'organismes du sol qui vous permettront donc d'avoir des services écosystémiques. Donc si on ouvre la première boîte de la structure du sol, c'est souvent un peu le parent pauvre dans la notion de fertilité des sols. On l'oublie tout le temps, mais la structure du sol, elle est capitale. Elle est capitale parce que déjà, qu'est-ce que c'est que la structure du sol? C'est l'arrangement spatial des particules du sol. Les particules, donc la texture du sol, sable, limon, argile, qui vont s'arranger entre eux grâce à la présence de matière organique et des activités biologiques que cette matière organique génère. Donc, une bonne structure du sol, c'est finalement donc une bonne porosité dans le sol. Donc, cette porosité, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet aux racines de pénétrer, de s'ancrer dans le sol. Ça, c'est une notion très importante. Et ne pas oublier qu'une racine n'est pas un marteau-piqueur et qu'elle utilise de la porosité préexistante dans le sol. Elle ne décompacte pas, contrairement à ce qui est dit couramment sur le terrain. Elle permet une bonne structure du sol à l'eau de s'infiltrer. Elle permet aussi une meilleure rétention d'eau, des échanges de gaz et d'eau avec le système racinaire, elle permet des bonnes activités biologiques et donc une bonne minéralisation des matières organiques et donc l'assimilation de nutriments pour les racines. Et bien sûr, vu que c'est l'habitat de l'ensemble des organismes du sol qui vivent dans la porosité, elle permet, cette porosité, de maintenir la biodiversité dans le sol et d'avoir des activités biologiques intenses. La structure du sol, on peut la caractériser finalement assez simplement, j'ai envie de dire, au sol. Des outils assez connus sont le test bêche, par exemple, que l'on peut faire. C'est facile à faire, c'est moins destructif, c'est rapide à faire, mais un peu plus superficiel que le profil cultural que vous voyez ici à gauche, qui est le diagnostic finalement le plus complet de la structure du sol. Donc il y a des outils de caractérisation finalement assez simples que l'on peut mobiliser au champ pour montrer l'impact des pratiques culturales sur l'habitat du sol et donc sur la structure du sol. Il y a d'autres outils qui, par exemple, pour tester la stabilité structurale ici, comme le slate test que vous avez en photo, où vous mesurez la vitesse de dispersion d'une motte de sol dans l'eau et qui va donc vous donner des renseignements sur la capacité de votre terre à résister à la désagrégation hydrique et donc à l'érosion. Et ça vous permet de juger de l'effet de l'apport de matière organique, de votre travail du sol, gestion des résidus de culture, etc., sur l'érosion, la stabilité structurale de votre sol. Voilà. Il y a des outils aussi un peu plus qu'on peut utiliser en expérimentation recherche, comme les tests de pénétrométrie dans le sol, que l'on peut voir ici en bas à gauche, ou des outils un peu plus pénible à manier, j'ai envie de dire, au champ et qu'on utilise beaucoup plus en recherche comme la densité apparente du sol. Mais il y a des outils simples et c'est ce qu'il faut retenir, qu'il ne faut pas oublier de caractériser la structure des sols, car c'est souvent le facteur oublié dans la gestion de la fertilité. Or, c'est un des premiers déterminants donc, de cette fertilité des sols. Si on regarde en fait un petit peu comment se dégrade la structure des sols, quels sont les facteurs de tassement? Il y a des facteurs de tassement naturels comme le climat, où un sol va aussi peut se tasser sous son propre poids, sous l'impact des pluies abondantes qu'il peut y avoir dans certaines zones. Bien sûr, les passages d'engins, donc là on va parler de poids sur essieu, par exemple, de taille de pneumatique, etc. On peut parler des lissages, des outils de travail du sol, et ne pas oublier aussi le piétinement et le pâturage qui entraînent donc des tassements. Donc un sol non tassé avec une bonne porosité, comme sous une prairie par exemple, alors comme sous une prairie c'est pas toujours vrai d'ailleurs, on peut avoir donc 50% de porosité. Cette porosité, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet ce que je vous ai dit, un bon enracinement des cultures, infiltration de l'eau, circulation de l'air et une bonne activité biologique. Et dans un sol tassé, les conséquences sur le fonctionnement de ce sol et donc sur sa fertilité sont importantes. Circulation des fluides limitée, ce qui fait qu'on a un manque d'oxygène finalement dans le sol et une baisse des activités biologiques. Et on a un enracinement des cultures de plus en plus difficile, donc un accès aux nutriments bien moindre pour ces cultures. Donc ne pas oublier ça, l'effet sur l'enracinement des cultures qui est souvent minimisé dans les systèmes. Et quelque chose qu'on oublie tout le temps, c'est que si la circulation des fluides est limitée, le temps de ressuyage du sol est aussi limité, ce qui va pénaliser à moyen et long terme l'organisation du travail sur une exploitation agricole. Et on rentre dans un cercle vicieux donc de
gestion de la structure du sol et du temps de travail. Et enfin, impact important, notamment via l'émission de gaz à effet de serre, car moins d'oxygène, plus d'activité de fermentation et des émissions de gaz à effet de serre importants comme le méthane ou le N2O. Donc la dégradation de la structure du sol a des conséquences importantes sur le fonctionnement biologique du sol et agronomique donc, et sur l'environnement. On a vu très rapidement, on pourrait raconter plein de choses sur la structure du sol, hein, mais on a peu de temps. Donc on a ouvert cette première boîte, je vais ouvrir maintenant cette seconde boîte du statut acido-basique. Il nous semblait important de rappeler aussi d'où vient le statut, enfin, qu'est-ce que c'est que le statut acido-basique et comment on peut l'approcher et le surveiller. Et pour ça, je vais vous faire un peu les processus d'acidification du sol pour faire comprendre en fait en quoi c'est important de surveiller ces processus, donc ce statut acido-basique. Alors, ne vous affolez pas, ça semble un peu compliqué, mais je vais vous guider dans la lecture de cette diapositive. Donc le statut acido-basique, finalement, qu'est-ce que c'est? On le caractérise le plus simplement, alors c'est pas l'idéal, mais le plus simplement par finalement un pH, ici que vous avez à droite, un pH O ou KCl, peu importe, et sur des cations qui sont échangeables dans la solution du sol. Donc ces cations, c'est ça, vous les voyez là ici, vous avez de l'hydrogène, du sodium, du potassium, du magnésium et du calcium. Ces cations ici sont adsorbés sur le complexe argilo-humique, en fait, on va dire du sol. Donc, ce qui veut dire que plus vous avez d'argile et de matière organique, plus vous avez une grosse quantité de cations qui sont adsorbés. On mesure cette quantité de cations par la CEC, c'est la capacité d'échange cationique, et on mesure sa saturation là en pourcentage. Vous voyez, là, ici, elle est saturée à 100% par des cations, et majoritairement par du calcium. Voilà. Alors, c'est ça le statut acido-basique finalement. Un pH et un équilibre en base, c'est-à-dire un nombre de cations qui sont adsorbés sur votre complexe argilo-humique. Alors d'où ça vient tout ça? Donc le pH, qu'est-ce que c'est déjà? Le pH, qu'est-ce que c'est? C'est une mesure de la quantité de protons qui est dans votre sol à un moment donné, dans la solution du sol à un moment donné. Donc c'est quoi ces protons? Ce sont des H+. Plus vous avez de H+, plus votre pH est faible. D'accord? Donc là, si on a beaucoup de H+ qui circulent, on aurait un pH autour de 4, 5. Ici, on voit qu'on a un pH de 8. Ça veut dire qu'en fait, il y a très peu d'ions H+ qui se baladent dans la solution du sol. Alors déjà, d'où viennent ces ions H+? Ces ions H+, ils viennent finalement de toutes les activités biologiques et de minéralisation des matières organiques. Donc toutes les activités, notamment microbiennes et biologiques en général, relarguent des protons dans le milieu. Et un autre acteur aussi d'acidification, ce sont les racines qui acidifient leur milieu pour mieux absorber des éléments nutritifs et qui relarguent donc une grande quantité de protons. Donc ces protons, ils peuvent être totalement maîtrisés par des roches, une roche-mère qui est riche en calcaire, en carbonate de calcium. C'est votre CaCO3 que vous voyez ici. Donc les H+ qui sont relargués vont être finalement immobilisés par une roche calcaire. Le H+ va interagir avec le carbonate de calcium pour former in fine une molécule donc de CO2 et d'eau, et qui va libérer un ion calcium. Et cet ion calcium va venir s'adsorber sur le complexe argilo-humique. Donc tant que vous avez de la roche calcaire dans votre sol, finalement, vous n'avez pas de problème d'acidité. Vous avez un pH qui est basique et équilibré parce que vos protons sont immobilisés par une roche calcaire qui libère du calcium et qui sature votre CEC. Si, au bout d'un certain temps, votre roche calcaire s'épuise, vous n'avez plus de réserve de calcaire dans votre sol, ce qui veut dire que les activités racinaires et biologiques libèrent toujours des protons, et ces protons-là s'accumulent dans le sol, dans la solution du sol. Ce qui explique que là, on passe d'un pH 8 et un pH 6. Et ces protons étant libres dans le sol, ils vont venir s'adsorber sur le complexe argilo-humique et chasser des cations d'intérêt agronomique, comme le magnésium ou le calcium. D'accord? Et donc, on le voit ici, où sur votre CEC, on commence à voir
à voir apparaître l'apparition de protons H+, qui saturent votre capacité d'échange cationique. Vous allez me dire, et alors, où est le problème? Le problème, c'est que finalement, ces protons qui prennent la place donc de cations d'origine d'intérêt agronomique, finalement vont baisser la taille de votre frigo, j'ai envie de dire, dans votre sol. On pourrait voir la CEC finalement comme une taille de réservoir à court terme de la disponibilité d'éléments nutritifs pour les plantes. Et si c'est saturé par des ions H+, eh bien vous perdez finalement en potentiel de nutrition pour vos plantes. Donc le pH est à surveiller parce qu'il va conditionner la quantité de cations disponibles pour vos plantes, en partie. Qu'est-ce qui se passe si on laisse déraper le système et qu'on ne corrige pas ça par des pratiques adaptées? Eh bien, on voit une accumulation progressive de ces ions H+, et donc le pH qui baisse toujours. Et en dessous ou à partir d'un pH en dessous de 5, 4, 5, 4, alors ça dépend des types de sols, on va avoir d'autres processus qui se mettent en œuvre dans les types de sols, comme une libération par les aluminosilicates, on ne rentre pas dans le détail, c'est pas très important, qui vont libérer des ions aluminium dans le milieu. Et ces ions aluminium vont venir saturer votre complexe adsorbant, votre complexe argilo-humique, la CEC, là ici, et ces ions sont liés très fortement et vont empêcher, donc, et vont encore chasser un nombre de cations d'intérêt agronomique important. Et autre effet secondaire de ça, c'est que l'ion aluminium est aussi un ion toxique pour la majeure partie des plantes cultivées. Et donc vous pouvez voir ça donc dans nombre d'espaces agricoles français avec des sols qui sont riches en aluminium et avec des pH relativement faibles où les productions sont très limitées à cause donc de ce phénomène de toxicité aluminique. Donc cette baisse du pH et cette saturation par des ions H+, et aluminium a des conséquences importantes sur le fonctionnement du sol et sur sa fertilité. Quelques exemples. Un exemple sur la biodisponibilité des éléments nutritifs. On voit ici que vous avez au milieu, là ici, entre le pH 6 et 7, entre 6 et 7, vous avez la majeure partie des éléments nutritifs qui sont donc dans une gamme de bonne biodisponibilité. C'est-à-dire qu'on est dans une gamme de pH qui garantit finalement une bonne assimilation donc de ces nutriments. Alors, dans la réalité, c'est un peu plus complexe que cela, mais ça reste une base tout à fait acceptable pour pouvoir arriver à juger de cette biodisponibilité. Enfin, on voit aussi, là c'est une vieille expérimentation, qui sur les populations bactériennes ici, donc les bactéries qui sont responsables de la minéralisation donc de la cellulose, de matière organique dans le sol et des bactéries nitrifiantes qui libèrent donc des nitrates dans le sol. On voit aussi qu'elles ont une gamme de pH optimale qui se situe entre 6 et 7. Et qu'au pH acide, on a une forte baisse de l'activité de certaines bactéries. Et ce qui est vrai pour les bactéries est aussi très vrai pour des vers de terre où on s'aperçoit qu'on a une densité, une diversité de vers de terre bien moindre dans des sols acides. Autre effet de la baisse du pH du sol, c'est son effet sur la structure du sol. J'espère que vous vous souvenez de mon petit schéma là sur la saturation de la CEC. Si on a une CEC saturée par des protons, comme les H+, donc ça veut dire qu'on a beaucoup moins donc, de calcium, de cations, donc qui ont 2+, et finalement on finit par fragiliser la structure du sol et sa stabilité structurale. Vous pouvez voir ici avec le célèbre essai donc, de Versailles où on a donc depuis plus d'un siècle un suivi donc, de la fertilité sur des petites placettes à Versailles, où on voit là ici l'effet donc sur le même type de sol, du pH, ici par exemple 8,2 avec des apports donc d'amendements basiques et calciques ici sur ce sol-là, qui ont permis donc de maintenir le pH, contrairement à d'autres sols qui n'ont pas reçu d'amendements basiques, où on voit donc une forte baisse du pH, et vous pouvez voir l'effet assez bluffant ici sur la stabilité structurale du sol et sur la prise en masse de ce sol si on ne surveille pas son pH. Donc le statut acido-basique est aussi un élément capital à surveiller si vous voulez entretenir la fertilité de vos sols et donc aussi la biodiversité et les activités des organismes du sol. Enfin, et non pas des moindres, piliers de la fertilité du sol, on va ouvrir donc l'état organique du sol. Qu'est-ce que c'est que l'état organique du sol? Donc,
pour petit rappel, hein, les matières organiques dans le sol sont à l'origine donc de l'énergie et des ressources nutritives pour l'ensemble des organismes du sol, et via l'activité des organismes du sol va fournir nombre d'éléments nutritifs pour les plantes. Alors j'ai commencé à parler par des matières organiques, mais qu'est-ce que c'est que tout ça dans un sol? Il faut comprendre qu'on n'a pas une matière organique dans les sols, mais on a des matières organiques. On a une diversité fonctionnelle des matières organiques. Et elles correspondent finalement à différents états ou étapes de leur transformation. On peut voir donc la matière organique du sol comme un grand continuum. On a des matières organiques qui sont vivantes, donc c'est l'ensemble des organismes du sol qui assurent toutes ces fonctions dont on a déjà parlé, brassage, minéralisation des matières organiques, etc. Ensuite, on a des apports de la matière organique qui est dite fraîche dans un sol. Alors d'où elle vient cette matière organique fraîche? Elle peut venir donc des apports de matière organique exogène, de différents engrais organiques, amendements organiques. Elle peut venir des résidus de culture. Elle peut venir aussi de l'activité racinaire, de la minéralisation donc des racines ou du turnover des organismes vivants. Donc c'est ça la matière organique fraîche. Cette matière organique fraîche, elle est capitale pour la gestion de la fertilité du sol. C'est en fait elle qui va assurer et qui va apporter de l'énergie à votre système sol et qui va vous permettre de stimuler fortement les activités biologiques. Et donc en stimulant les activités biologiques, vous allez agir sur la structure du sol et sur la quantité de nutriments disponibles pour vos plantes. Ensuite, cette matière organique fraîche est progressivement transformée par les activités biologiques dans le sol et devient une matière organique transitoire. Alors ça veut dire quoi transitoire? Ça veut dire qu'elle est entre deux états, entre une matière organique très fraîche et une matière organique très stabilisée ou humifiée. Et cette matière organique transitoire, elle contient encore un niveau d'énergie très intéressant pour soutenir des activités biologiques. Mais en plus, cette matière organique commence à s'associer aux particules minérales du sol, sable, limon, argile, et donc à former le fameux complexe argilo-humique. Et donc elle intervient aussi très fortement dans la fertilité dite physique ou dans l'agrégation du sol, donc dans la structure du sol. Et enfin, vous avez, une fois que cette matière organique transitoire évolue dans le sol avec des processus très complexes, biologiques, physico-chimiques, climatiques, etc., devient ce que l'on appelle communément de l'humus ou de la matière organique dite stabilisée. Et c'est là le principal réservoir de matière organique. C'est souvent plus de 3/4 du stock des matières organiques, c'est de l'humus dans un sol. Mais sur l'autre quart restant, c'est là où on va pouvoir jouer sur ce volant de fertilité du sol en jouant sur les matières organiques fraîches et transitoires qui apportent de l'énergie à votre sol pour qu'il puisse fonctionner. Donc c'est dit d'une autre manière sur la droite que vous pouvez voir ici, où vous avez des fonctions différentes selon le type de matière organique que vous avez. Vous avez des matières organiques qui contiennent un niveau d'énergie différent selon leur origine, leur nature, et qui servent de carburant à votre système sol-plante. Et ça, c'est très important. On est là sur vraiment la gestion du volant de votre fertilité. Et enfin, vous avez des matières organiques aussi qui sont riches en éléments nutritifs, selon là encore leur composition et leurs origines, et qui vont donc grâce à leur fonction énergisante servir aussi de réserve d'éléments nutritifs pour les organismes du sol qui vont les transformer et les rendre assimilables par les plantes. Et enfin, vous avez bien sûr un rôle cohésif de ces matières organiques qui vont rentrer donc dans des processus de stabilisation et de structuration du sol. Alors voilà, assez rapidement pour les matières organiques. Comment ça fonctionne dans un sol, ces matières organiques-là? On a des apports de matières organiques et ces matières organiques sont composées de façon assez différente. Elles ont des compositions très différentes selon leurs composés, plus ou moins complexes, en lignine, cellulose, sucre soluble, etc. Pour faire très simple et pour essayer de faire un peu plus court, les matières organiques fraîches, riches en sucre et en composés solubles, vont stimuler les activités des micro-organismes du sol et des organismes tout court dans le sol à court terme pour libérer à moyen et court terme un nombre de nutriments importants pour les racines. Et enfin,
D'autres matières organiques qui ont des compositions plus complexes vont se stabiliser dans le sol et plutôt donner des matières organiques dites stabilisées ou de l'humus, mais moins stimuler les activités biologiques à court terme. Donc je passe assez rapidement là-dessus pour vous montrer juste quelques enjeux sur l'entretien des matières organiques du sol, comment on peut faire pour entretenir les niveaux de matière organique du sol. Il faut recycler la biomasse produite via des résidus de culture ou les couverts végétaux, via les apports racinaires, ou aussi faire des apports exogènes de matière organique avec des apports donc d'amendements ou d'engrais organiques. Et ce qui va accentuer le déstockage des matières organiques du sol sont les exportations, bien sûr, de biomasse, la non-couverture du sol, l'érosion hydrique éolienne et la question du travail du sol, notamment sous des climats plus tropicaux. Donc les matières organiques, c'est l'élément clé pour gérer la fertilité de votre sol. Merci pour ces explications. Et donc, l'idée, c'est de reprendre un peu et de voir si on a tout bien compris. Donc, on voit bien qu'il y a trois composantes, enfin, trois propriétés au niveau du sol qui sont principales. Et ce qu'on remarque, c'est que dans le premier maillon du sol, qui vraiment est important à regarder, nous avons cette partie de la structure du sol. Et cette structure donc, varie en fonction de la texture, mais c'est ce qui permet donc de respirer au niveau des sols, de gérer le statut hydrique des sols. Et tout ça, effectivement, c'est la structure du sol est une composante principale avant même, je dirais, de regarder les autres éléments. C'est-à-dire, c'est ce qui va faire la différence entre vos différents sols. Ensuite, si on poursuit cette idée, la deuxième propriété, c'est la propriété du statut acido-basique qui a été expliquée. Donc là, on est très lié au pH. Et l'idée de ce pH, c'est que ce sont les modifications du pH, soit de manière anthropique, soit dans le temps, qui peuvent changer totalement la fertilité de vos sols. Et dans ce cas-là, c'est vrai qu'il existe des moyens de redressement. Donc, il ne faut pas oublier cet indicateur du pH des sols qui est très important à prendre en compte en lecture. Ensuite, pour finir sur cette fertilité des sols, et donc dans les bases, les briques de base, nous avons effectivement cette matière organique avec ces différents types de matière organique à prendre en compte. Et dans cette partie-là, ce qu'on a vu, ce qui a été démontré, c'est que voilà, vous avez des matières fraîches qui sont énergisantes. Donc ça, c'est souvent au niveau de la rhizosphère et qui est aussi le réservoir nutritionnel, et les stabilisés qui sont plus dans les propriétés physiques. Et tout ça, c'est pour dire que l'habitat, donc ces indicateurs de l'habitat, nous permettent de savoir si les habitants sont dans des bonnes conditions. Et sur la diapo suivante, ce qui a été vraiment mis en œuvre et conclu, si tout est bien assimilé, c'est que les matières organiques sont au cœur du système, tout simplement parce qu'elles sont capables de modifier ces propriétés, qu'elles soient physiques, chimiques et en conséquence sur la biologie des sols, notamment donc en ayant la capacité de modifier ou d'améliorer la structure, de également jouer sur le statut acido-basique avec la chimie des sols, et enfin, c'est bien donc cet habitat qui permet à avoir une activité biologique de qualité qui elle-même rendra des services à l'agriculture. Donc la question qu'on peut se poser, c'est effectivement, donc il y a un habitat à respecter, à modifier, à prendre soin, et ensuite on peut aller regarder la qualité des habitants et leurs fonctions. Donc c'est maintenant ce qu'on va essayer de découvrir et ce qu'ils peuvent apporter dans nos systèmes de culture. Merci. Alors, on ne va pas explorer tous les habitants du sol, mais c'est au travers de l'exemple de quelques pratiques, quelques études sur les conséquences de certaines pratiques agricoles sur la biologie du sol et sur sa diversité. Et j'ai repris en fait un petit peu l'ordre structure du sol, matière organique.
Alors si on regarde un petit peu la structure du sol sur les facteurs de régénération de la structure du sol, si on veut entretenir la structure du sol, il y a 3 grands leviers pour entretenir la structure du sol. Il y a le climat via des processus d'humectation, dessiccation ou de gel-dégel. Donc ça, on voit ça très fortement, notamment sur des sols argileux. Donc c'est déjà pas tous les types de sols qui permettent d'avoir une régénération de la structure du sol via, via cette alternance, donc via l'effet climatique. Et puis il y a aussi la notion de profondeur, c'est-à-dire que c'est efficace, mais pas non plus jusqu'à 20 ou 30 cm de profondeur, enfin tout dépend de l'hiver que l'on a. L'autre grand levier pour entretenir la structure du sol et créer de la porosité, c'est notamment les activités biologiques. Via les vers de terre, les micro-organismes sont aussi intéressants, mais à l'échelle de la microstructure, et ou les racines des cultures, qui permettent de maintenir une porosité dans le sol, et les vers de terre, ici, eux, d'en créer. D'accord ? Donc là encore, c'est un levier intéressant, mais quels organismes pour quels effets sur la structure du sol? Est-ce qu'ils sont efficaces et à quelle vitesse d'action ils interviennent? Et enfin, le troisième levier pour régénérer la structure du sol et garantir un espace poral suffisant pour toutes les fonctions qu'on a vues, reste le travail du sol aujourd'hui. Donc le travail biologique au milieu et le travail mécanique à droite où vous avez différents types de travail du sol, vous avez l'importance des conditions d'application et comme toute pratique peut être efficace selon les conditions d'application mais aussi de nombreuses limites qu'on va voir un petit peu. Si on s'intéresse à l'effet de ces 3 types de porosité et à leur durabilité dans le temps, il y a quelques expérimentations intéressantes qui ont été faites. On voit que ici, je vous ai remis les 3 types de porosité et leur résistance au tassement. Ici, vous avez la porosité d'origine biologique en bleu, là ici. Donc, vous avez donc les galeries de vers de terre. Au milieu, en jaune, vous avez la porosité qui est liée à l'effet climatique. Alternance, gel-dégel, humectation, dessiccation. Et ici, la fameuse photo sur un sol argileux. Et enfin, à droite, vous avez la porosité d'assemblage, là ici en rouge, qui est créée majoritairement par le travail du sol. Donc là, si on s'intéresse à la durabilité de ce type de porosité dans les systèmes, c'est assez intéressant parce qu'on voit que la porosité d'origine biologique, ici en bleu, ou d'origine mécanique, peut être similaire. On représente donc le même pourcentage. En fait, on va dire, on est ici entre 5 et 15 cm de profondeur. Les pores dus au climat sont relativement plus faibles. Mais après un tassement, quel est le devenir de cette porosité? Et c'est là où c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'on voit que la porosité d'origine biologique, la porosité tubulaire, ici, en vert, vous voyez là, est bien plus résistante que la porosité d'assemblage créée par le travail du sol. C'est-à-dire que le travail du sol va vous créer de la porosité à très court terme, mais tout événement climatique ou tout tassement généré par un engin va réduire cette porosité très rapidement, tandis que la porosité d'origine biologique est beaucoup plus résistante dans le temps, et notamment au piétinement ou au passage d'engins mécaniques. Donc, il faut pouvoir favoriser la porosité d'origine biologique quand c'est possible, donc dans les systèmes de production. Mais à quelle vitesse agissent les vers de terre? Ça, c'est une autre expérimentation à Estremont, qui a regardé, finalement, on a passé des sols en tomographie pour essayer d'analyser la répartition du système poral. Vous avez la zone témoin, hors passage de roue, et vous voyez ici toutes les galeries créées par les vers de terre, ici, dans ce bloc de sol en vert. Ensuite, on a tassé ces blocs de sol via des passages de roue, des simples passages de roue. Et vous voyez ici une forte réduction de l'espace poral, une disparition, une discontinuité du coup de l'espace poral après quelques semaines après le tassement. D'accord ? On a presque plus de galeries de vers de terre après le tassement. La question, c'était combien de temps mettre les vers de terre pour recréer cet espace poral et cette bonne structure du sol. Eh bien, en fait, vous voyez ici que 2 ans après, vous avez toujours la zone témoin avec de plus en plus de galeries de vers de terre. Vous voyez ici les belles galeries des gros vers de terre anéciques, là ici au milieu. Et sur la droite, sur la zone tassée, vous pouvez voir que les vers de terre, finalement, permettent de reconquérir cet espace poral, de décompacter votre sol, mais que leur vitesse d'action est beaucoup plus lente qu'un travail mécanique, ça c'est évident. Mais donc réhabiliter des sols tassés grâce aux activités biologiques,
C'est possible, mais c'est un processus long et qui demande une gestion très fine de toutes les interventions sur la parcelle. C'est-à-dire qu'ici, on est dans une expérimentation avec peu d'interventions, voire pas d'intervention sur cette zone-là. Donc pas de passage d'engin mécanique. Et il faut bien avoir en tête que si vous voulez gérer uniquement votre porosité avec des activités biologiques, ça demande donc de changer l'ensemble de votre système pour pouvoir garantir un développement des vers de terre. Donc, est-ce qu'on a besoin toujours de choisir entre vers de terre et travail du sol? C'est une autre expérimentation qui vous montre que finalement, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, qu'est-ce qu'elle montre cette expérimentation? Ici, on compare 3 types de travail du sol sur la population des vers de terre. Vous avez un labour, un travail superficiel et un semi-direct. Alors ici, on voit que plus vous avez une perturbation importante mécanique de votre sol, ici en labour, moins vous avez donc d'abondance, de nombre de vers de terre par mètre carré ici dans votre sol. On le voit ici clairement que, en gros, si on regarde la fertilisation minérale ici, en M, en labour, la densité des vers de terre est beaucoup plus faible qu'en travail superficiel et encore beaucoup plus faible en semi-direct. Ça, c'est très classique. Plus vous réduisez les perturbations mécaniques, plus vous favorisez le développement des vers de terre en quantité et en diversité. Je n'ai pas le temps de rentrer dans la diversité des vers de terre ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand vous remplacez la fertilisation minérale, le M ici, là, voyez, par des apports de matière organique, comme des fumiers de bovins, voilà, des lisiers, peu importe, ici, vous voyez que globalement, vous allez augmenter la densité de vos vers de terre. Et vous pouvez arriver à la même densité de vers de terre avec des apports très fréquents de matière organique, même si vous travaillez le sol. Ça veut dire que oui, le travail du sol est défavorable pour le développement de vos vers de terre, mais ça veut dire aussi que si les autres pratiques dans votre système de production sont vertueux, comme par exemple des apports fréquents de matière organique, vous allez compenser l'effet négatif de ce travail du sol sur vos vers de terre. Par contre, après, il faut avoir aussi en tête que vous n'avez pas le même type de vers de terre. Ici, vous favorisez dans les systèmes travaillés ce qu'on appelle des endogés. Si vous avez des questions sur les endogés, sur leurs fonctions, etc., on pourra revenir dessus par la suite. Donc, il y a aussi donc des interactions entre pratiques qui font qu'on peut compenser des effets à un moment négatifs de certaines pratiques par des pratiques plus vertueuses. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. D'autres exemples intéressants sur l'effet d'apport de matière organique sur la biomasse microbienne, sur la quantité de micro-organismes dans les sols. C'est un essai de long terme, de plus de 15 ans, d'apport donc de matière organique en maraîchage sur un sol sableux. Donc on comparait ici différents types de matière organique, des composts de déchets verts, des composts d'écorce enrichis, composts de tourteaux enrichis, des fumiers de bovins ou fumiers déshydratés. Donc il y a eu 15 ans d'essai et on voit ici que vous avez donc différentes stabilités de vos matières organiques du sol. Je ne rentre pas trop dans le détail. Qu'est-ce qu'on voit ici globalement? On a le témoin qui n'a jamais reçu de matière organique et on voit une forte baisse de la biomasse microbienne dans le témoin. Vous ne focalisez pas sur l'équivalent, les barres bleues ou bleu ciel ici. On va s'intéresser uniquement aux barres bleu foncé. Donc le témoin ici, on voit une forte baisse de la biomasse microbienne et quand on apporte une matière organique, quelle qu'elle soit, elle permet donc de stimuler la quantité et la diversité des micro-organismes du sol. Et ça, c'est vrai dans toutes les situations. En revanche, on voit que selon le type de matière organique que l'on amène, on ne va pas avoir la même stimulation des micro-organismes du sol et des organismes du sol en général. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, par exemple, des fumiers frais déshydratés ou un compost de tourteaux ont des compositions particulières qui permettent de plus stimuler le développement des micro-organismes du sol. Et ce n'est pas toujours les sols les plus riches en matière organique en termes de teneur totale qui ont le plus d'activité ou de diversité microbienne ou biologique. Ça dépend aussi de la qualité des matières organiques et de leur niveau d'énergie, si je peux m'exprimer ainsi. Un peu plus compliqué, si on s'intéresse à l'interaction entre pratiques, ici, je vous ai mis une très belle publication de synthèse sur la comparaison de l'agriculture de conservation en semi-direct sous couvert vivant, presque, avec un système conventionnel avec labour et un système bio. Le système, donc c'était une rotation céréalière classique, pois, blé, colza, on va dire. Et ici, à droite,
a été mesurée l'abondance de nombre d'organismes du sol, des micro-organismes, des nématodes et de la macrofaune avec tous les vers de terre. Alors là encore, je vais essayer de vous traduire ça d'une façon simple. Ici, vous avez une barre au milieu qui est le niveau 0. Donc là, c'est-à-dire qu'on est sur la référence du système conventionnel labouré. Si vous êtes à droite, ça veut dire que le système en semi-direct ou le système en bio, le système en semi-direct est en jaune, le système en bio est en vert, ici. Si vous êtes à droite, ça veut dire que votre système a amélioré la densité de la quantité de ces organismes-là. Donc vous pouvez voir que effectivement, si vous augmentez la densité, la quantité des organismes du sol, des micro-organismes, si vous passez en bio, c'est-à-dire que si vous apportez régulièrement des matières organiques avec une rotation diversifiée, ou alors si vous supprimez le travail du sol et que vous introduisez donc des couverts vivants permanents. Ça veut dire qu'on arrive au même résultat sur la biologie, sur les micro-organismes du sol, finalement. On a un effet favorable des pratiques, mais avec deux chemins et deux voies très différentes. Dans un cas, en bio, on travaille le sol régulièrement, mais on a une rotation diversifiée avec une place de légumineuses et aussi des apports de matières organiques exogènes très fréquents. Et ça, c'est vrai aussi sur à peu près tous les organismes du sol. Vous pouvez le voir ici sur les nématodes, on a la même tendance et on le voit même aussi sur les vers de terre. Et c'est ce que je vous disais ici. On voit bien qu'on a aussi une augmentation de la densité des vers de terre. Ils sont ici, là, nos vers de terre, endogés, épigés et anéciques. On les voit ici. En fait, qu'on a une augmentation de la densité des vers de terre en agriculture de conservation, quand on réduit les perturbations mécaniques ou quand on apporte des matières organiques fréquemment dans son système de culture. Donc je voulais juste vous présenter ça, c'est un peu compliqué, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut arriver à entretenir la biodiversité des sols par des moyens un peu différents dans les systèmes de culture que l'on a. Soit on emprunte la voie de la réduction des perturbations mécaniques, ce qui est une très bonne chose, mais c'est des fois difficile à gérer techniquement, mais on peut, si on intervient mécaniquement, stimuler les activités des organismes du sol en jouant sur d'autres leviers et notamment sur la nourriture de ces organismes-là via des apports adaptés de matière organique. Donc en synthèse, très rapidement, quelles pratiques permettent de restaurer la biodiversité dans les sols en quantité, en activité et en diversité? Eh bien, une petite synthèse qui a été faite pour les vers de terre par nos collègues de l'Université de Rennes 1, mais qui peut être finalement étendue à bien d'autres organismes du sol. Donc, je vous ai mis les principaux facteurs de restauration ou de dégradation de la biomasse de vers de terre ou d'organismes dans les sols, en grande culture à gauche et en vigne qu'on pourrait étendre aux cultures pérennes. Donc, on vous l'a dit, les facteurs de dégradation, une protection de phytosanitaire non adaptée, trop intensive, des rotations courtes, des exportations de matières organiques, un travail mécanique continu, voilà, qui va entraîner donc toutes ces dégradations-là. Et donc, à l'inverse, si vous voulez restaurer la biodiversité dans vos sols, vous disposez de plusieurs leviers. Un travail du sol adapté, peu fréquent, si c'est possible, donc réduire les perturbations mécaniques, introduire des couverts végétaux, couvrir son sol, le protéger, notamment face à l'érosion, nourrir ses habitants via des couverts végétaux et des apports de matière organique, avoir une fertilisation raisonnée, entretenir donc le statut acido-basique de son sol. Voici les bases pour entretenir la fertilité de votre sol. Même s'il est dégradé, vous avez des moyens de le reconquérir à court et moyen terme. Donc, quelques éléments de conclusion. Préserver la structure du sol, c'est capital. Il faut faire bien sûr attention aux conditions de passage. Penser à nourrir son sol pour nourrir la biodiversité des sols et avoir en retour des cultures saines et productives, matières organiques et couverts végétaux. Et puis, il faut cultiver la biodiversité, gérer sur la diversité des plantes dans le temps et dans l'espace. Et la place de la racine est primordiale. Et bien sûr, minimiser, si possible, les perturbations mécaniques et chimiques. Ne pas oublier l'impact des pesticides aussi sur la biocénose du sol. Et puis, il faut se sortir de l'esprit du sol parfait. Il n'y a pas de sol parfait ni de système parfait. Les agricultrices et agriculteurs gèrent des compromis au quotidien et essayent de limiter certaines pratiques qui
qui ne sont pas toujours très adaptés, mais pour autant, ils gèrent donc des compromis par rapport à leurs conditions voilà, socio-techniques. Il faut toujours savoir observer son sol et ses plantes cultivées ou non pour pouvoir agir, rester lucide, critique, pas forcément toujours suivre de nombreuses modes actuelles, notamment sur les sols, avec de nombreux discours assez culpabilisants et pas toujours basés sur des faits vérifiés avec rigueur. Et revenez toujours au triptyque magique, j'ai envie de dire, pour gérer les sols, structure, matière organique, pH dans un contexte de production donné. Le reste suivra, c'est-à-dire que le reste, la biodiversité du sol s'emportera d'autant mieux. Merci. Alors, merci beaucoup pour cet éclairage. Donc, pour conclure un peu sur cette partie, on voit bien clairement que l'écosystème sol est un monde passionnant et riche d'organismes. Et ce qu'on peut effectivement voir, c'est qu'un sol seul existe, mais en agriculture, nous faisons face à des sols pour produire. Et dans ce cas, on ne peut pas oublier tous les macro- et micro-organismes. Et donc, il y a une réelle chaîne trophique et que la plante ou les plantes coordonnent également le début et est une façon d'apporter de l'énergie dans le système, tout simplement par la rhizodéposition de photosynthéta, donc d'apport carboné, azoté, de molécules spécifiques, et qu'il y a toutes ces chaînes trophiques qui la dégradent et qui donnent cette matière organique de tout niveau, fraîche, puis transitoire et stabilisée, pour faire voilà, une structure de sol adaptée au monde agricole. Donc, une fois qu'on a pris en compte tout ça, sur la diapositive d'après, l'idée, c'est clairement de dire que de toute façon, effectivement, il y a des habitants. Ces habitants s'adaptent au sol dans lequel ils sont. La plupart sont endémiques. Effectivement, ce qu'on peut faire, on a des pratiques et des itinéraires qui peuvent modifier l'habitabilité, clairement, en touchant la structure des sols, en touchant le pH, on peut redresser notamment, ou en apportant de la matière organique. On voit que c'est un facteur clé. Et les tendances actuelles, quand même, remettent au cœur le sol dans l'agriculture. C'est quand même quelque chose de très positif parce qu'il a été longtemps oublié avec les pratiques simplifiées via la synthèse d'engrais minéraux et de pesticides. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que dans nos systèmes agricoles, et ceux en devenir, beaucoup de choses reviennent. C'est du bon sens paysan en quelque sorte, ce que nos grands-parents faisaient. Et l'idée, c'est d'avoir une couverture des sols maximale, un travail du sol réduit pour ne pas trop perturber ces organismes qui travaillent à la fertilité des sols, avoir des gestions cohérentes de nos prairies et de nos espaces cultivés et des applications voilà, de compost, de matière organique pour réguler tout ce système. Donc, on va terminer sur jamais sans MOA, comme le webinaire numéro 2 sur les biostimulants du sol. On voit bien que quand on touche au sol, nous nécessitons, pour un sol productif et sa fertilité, l'apport de matière organique afin qu'il fonctionne au mieux. Et donc, pourquoi pas, avec les agricultures qui viennent de plus en plus, on parle d'agriculture de conservation des sols, voire aujourd'hui de agriculture régénérative. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que les sols sont à nouveau pris en compte. Merci de votre attention. Donc, merci beaucoup. Merci Jean-François, merci Manu. Gros sujet, en même temps assez court, donc bravo d'avoir réussi à condenser tout ça. Pas mal de questions qui sont remontées tout au long un petit peu de l'intervention. Donc, une première série de questions que je vais imbriquer entre elles. On va prendre quelques temps pour pouvoir justement bien répondre à toutes ces questions-là. Donc, la première qui, du coup, vous est posée, Jean-François, c'est, vous avez parlé de pH, mais pas de potentiel redox. Et donc, le potentiel redox, c'est quelque chose qu'on entend, dont on entend parler beaucoup actuellement. Et donc, du coup, pour vous, est-ce qu'il faut considérer comment on peut l'approcher et qu'est-ce que c'est que cette approche-là un petit peu aujourd'hui?
Bien, merci pour la question. Non, effectivement, je n'ai pas parlé de potentiel redox. Le potentiel redox est une approche intéressante, mais éminemment complexe. Et notamment pour piloter un potentiel redox dans un champ, j'ai envie de dire trop compliqué. Les processus ne sont pas suffisamment maîtrisés au niveau du potentiel redox. Ils sont très importants et très intéressants à l'échelle cellulaire pour l'absorption des ions et les échanges. Mais le sol est un milieu tellement hétérogène et complexe que de mesurer le potentiel redox dans le sol m'interpelle toujours. Et pour avoir un peu étudié, creusé la question scientifiquement, c'est très difficile de même mobiliser ce type d'indicateur au champ, de l'interpréter. Il y a tellement de variations selon les heures de la journée, l'humidité des sols, la présence de lignes à haute tension, etc., qu'on ne sait plus ce que l'on mesure. En revanche, ça reste une approche très intéressante sur des milieux stables. Donc, par exemple, de mesurer des potentiels redox de broyats, de plantes pour des jus, de tiges, etc., peut avoir un réel intérêt, mais dans les sols, je suis un peu plus dubitatif sur l'approche. Voilà. Très bien. Il y avait aussi donc le passage en fait sur le pH, je pense, a suscité pas mal de questions aussi. Et donc il y a deux questions que je vais essayer de regrouper, hein, mais une sur l'aspect, ça sera peut-être intéressant du coup de peut-être bien repréciser, mais il a été perçu qu'en fait un pH, donc il y avait un intérêt agronomique d'avoir des pH élevés, voilà un petit peu sur la stabilité structurale. Mais la question qui était posée, c'est de dire oui, mais quand on a un pH élevé, au final, j'ai des blocages de cations, donc du coup, comment un petit peu réagir? Et l'autre question qui était un petit peu associée à ça, c'était un côté, si j'ai un pH élevé, si je veux le baisser, est-ce que je peux faire quelque chose, quoi? Voilà. En gros, on a bien compris l'aspect cholage pour remonter les pH, mais la question qui venait était si. Ok, classique. Alors effectivement, je n'ai pas précisé que il y a une gamme de pH qui est intéressante pour la production agricole, en gros de 5, 5, 6 jusqu'à 7. Au-delà de 7, on a d'autres problèmes qui sont posés, comme l'insolubilisation de certains éléments nutritifs, et on peut par exemple parler du phosphore dans ces cas-là. Donc là, il y a d'autres processus qui prennent la place, qui permettent donc de gérer la mobilité des éléments nutritifs, notamment sur les pH très basiques, que sont les mycorhizes. Donc là, on en revient à des leviers de gestion des champignons mycorhiziens dans les sols, par exemple, ou l'activité rhizosphérique des plantes. Et il y a certaines plantes qui ont une activité rhizosphérique très importante, comme certaines crucifères, par exemple, qui vont acidifier leur milieu pour pouvoir solubiliser ces éléments-là. Et là, en jouant sur la rotation, la diversité des plantes cultivées, des couverts végétaux, on peut arriver effectivement à mieux gérer la biodisponibilité dans des sols à pH très basiques. Mais en gros, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un sol avec des pH de 8, 8,2, comme sur lesquels j'ai travaillé pendant longtemps? Eh bien, rien, ou pas grand-chose. On fait avec et on essaye d'adapter ces pratiques à ça en jouant sur la diversité cultivée ou des apports d'engrais organiques ou minéraux adaptés à ces contextes-là. Voilà. Mis à part ça, acidifier son sol, eh ben, il faut compter sur les activités biologiques et l'activité rhizosphérique des plantes qui fait aussi très bien le boulot, j'ai envie de dire. Sur des pratiques comme ça, moi, dans la bibliographie, on a vu des travaux canadiens qui travaillaient notamment sur des apports de soufre. Est-ce que c'est des choses qui peuvent être effectives? Bon, après, il y a des problématiques réglementaires sûrement derrière tout ça, mais est-ce que c'est des éléments qui peuvent justement jouer sur ces baisses de pH? Alors oui, on peut toujours. Je suis pas sûr en fait que ça joue durablement et d'une façon très très élevée en fait sur les pH du sol ou quelle quantité de soufre on apporte. Enfin voilà, il faut aller vérifier. Je suis pas un expert des apports soufrés, donc j'aurais du mal à répondre, mais voilà. Globalement, la nature est quand même relativement bien faite dans ces sols-là. En général, et donc d'orienter un petit peu les plantes cultivées et d'avoir des apports adaptés peut aussi tout à fait permettre de gérer ces conditions-là. Mais c'est pas simple. Quitte à choisir, je préférais quand même avoir un pH un peu plus élevé que beaucoup trop acide. Alors après, j'ai deux blocs de questions aussi qui suivent, parce que bon, il y a
après, encore une fois, on ne répondra peut-être pas à toutes les questions, on va prendre encore un peu de temps et certaines questions, si on n'a pas pu répondre aujourd'hui, on vous répondra après en direct par mail à toutes les questions posées. Une question, parce qu'on a un certain nombre, donc ça c'est une question que moi je vais poser, on a un certain nombre de personnes qui sont avec nous et qui sont du monde des espaces verts, des gestions de golf, donc on n'a pas forcément trop abordé aujourd'hui, mais j'imagine que la problématique sol reste la même. Donc du coup, qu'en est-il de l'approche structure, pH, matière organique dans ces milieux-là? Est-ce que c'est des expériences que vous avez déjà eues et des approches que vous avez un peu menées? Alors personnellement non, j'aurais du mal un peu à me prononcer globalement sur l'état des sols urbains, etc. Donc c'est d'autres approches. Je sais qu'il y a beaucoup de travaux aujourd'hui qui sont menés sur les sols urbains et sur la qualité des sols urbains, sur leur potentiel de stockage du carbone, mais un sol reste un sol et a un fonctionnement similaire, qu'il soit en forêt, en zone agricole, en zone urbaine ou sur une pelouse sportive. Alors c'est peut-être un peu plus particulier sur le pelouse sportive, mais voilà, le sol reste a un fonctionnement similaire, c'est-à-dire qu'il y a un habitat, il y a des habitants, il y a des ressources trophiques, il y a des équilibres à respecter, et les principes sont les mêmes, sauf que les états du milieu et les modes de gestion sont très différents, mais les principes de fonctionnement restent pour moi les mêmes. Après, un état des lieux sur ces sols-là, j'aurais du mal à vous répondre, c'est pas mon domaine. Ok. Donc je regarde les questions un petit peu. Donc il y avait des questions sur l'aspect un petit peu pour revenir sur le travail du sol. Donc il y avait notamment une question sur des outils. Alors là je pense sur des petits outils, parce que on parle de grelinettes. Est-ce que ça peut quand même générer des perturbations? Et après il y avait une question qui était je pense un peu plus globale, mais qui rentre dans cette idée-là de travail du sol. Est-ce qu'on peut faire un travail de sol dit transitoire pour permettre en fait de retrouver de la structure et après temporairement en fait, voilà. La question c'est est-ce qu'on peut faire un travail de sol temporaire pour peut-être à des moments donnés clés retrouver des espaces structuraux un peu plus poreux, ou est-ce que même ça c'est vraiment quelque chose où il faut partir sur du sans travail de sol tout le temps? Ok, alors question reste sur le travail du sol. Alors la grelinette, elle travaille pas très profondément et ce qu'il faut retenir en termes de travail du sol, tout est une perturbation. Si on se place avec un regard d'écologue, tout est une perturbation sur le sol. Le tout en agriculture, c'est de gérer l'intensité et la fréquence. C'est-à-dire que plus vous allez remuer profondément votre sol avec des outils animés, que vous allez retourner tout ça, et plus vous le faites fréquemment, eh bien plus c'est mauvais pour le développement de l'ensemble des organismes dans votre sol. D'accord? Et que vous rentrez dans une dynamique quasi uniquement mécanique. Donc c'est pas du tout ce vers quoi il faut tendre aujourd'hui. C'est qu'une question donc de fréquence, ça c'est très important, la fréquence et d'intensité. Donc je botte un peu en touche pour la grelinette, mais vous voyez que ça dépend pour la grelinette à quelle profondeur vous la passez. Et si vous la passez tous les 3 jours, oui, vous avez un impact fort. Si vous la passez une fois par an pour aller semer, je ne sais pas, vos bottes de radis, tout va bien, j'ai envie de dire. Voilà, il ne faut pas vous inquiéter. D'autant plus que tout peut aller bien si vous adaptez aussi vos autres pratiques. Couverture des sols, diversité cultivée, apport de matière organique, entretien donc du statut acido-basique de votre sol. Et c'est aussi d'autres facteurs tout aussi importants pour la biodiversité et l'activité des organismes du sol. D'accord ? Il ne faut pas croire qu'un travail du sol, isolé dans une rotation vertueuse, va tuer tous les organismes du sol et les vers de terre comme on l'entend trop souvent. Ce n'est pas vrai. Tous les écrits scientifiques montrent qu'on peut avoir, alors écrits scientifiques, travail de terrain dans des réseaux d'agriculteurs, d'agricultrices qui ont des systèmes très variés, très divers. Voilà, il y a des travaux très sérieux qui montrent que c'est beaucoup plus compliqué que ça quand on s'intéresse à la biologie du sol. Souvent, on vous présente des choses très caricaturales. Labour semi-direct. Vous labourez tous les ans, vous êtes en semi-direct, et là, on vous compare des choses, et bah oui, tout est en faveur du semi-direct, c'est vrai. Mais dans la vraie vie, dans les systèmes de production, c'est pas si simple que ça.
Parce que il y a des fois des systèmes qui sont labourés, 1 an sur 3, 4, 5, et des systèmes qui ne sont pas labourés mais qui sont TCS tous les ans avec 5-6 passages d'outils mécaniques. Il y a des systèmes en semi-direct qui n'ont pas beaucoup de couverts végétaux ou qui produisent une faible biomasse. Et ben, quand vous commencez à prendre toutes ces caractéristiques-là, vous voyez que répondre à la question, c'est bien, c'est mal, c'est beaucoup plus compliqué en termes de quantité, diversité, activité des organismes du sol. Donc là encore, il faut penser système. Si vous labourez tous les ans, que vous ne faites pas de couvert, que vous n'avez pas de matière organique, oui, vous allez dans la mauvaise direction. Si vous avez des prairies temporaires dans votre phase de rotation, que vous apportez des matières organiques, que vous équilibrez les autres composantes de la fertilité des sols et que une fois tous les 2-3 ans, vous labourez, par exemple, dans des bonnes conditions, pas trop profondément, il y a labour, on pourrait si vous me lancez là-dessus, on pourrait y aller. Mais voilà, votre résultat sur les organismes du sol sera tout à fait acceptable et vous aurez une bonne quantité, diversité d'organismes du sol. C'est qu'une question d'intensité et de fréquence. Et il faut aussi penser aux autres pratiques. Et il ne faut pas tomber dans la caricature. Donc pour être clair, oui, vous pouvez travailler votre sol temporairement d'une façon ponctuelle pour répondre à un problème de structure du sol ou d'adventice, de développement de mauvaises herbes pour les maîtriser, d'accord? Et arrêtez de culpabiliser. C'est pas parce que vous faites ça une fois tous les 3 ou 4 ans que vous allez tuer tout ce que vous avez fait pendant les années précédentes et que vous allez tout remettre à zéro et tuer tous vos vers de terre. Ce n'est pas vrai. Les données ne le montrent pas du tout. Très bien, merci beaucoup. Une petite dernière question, un peu dans la même idée, dans l'idée un peu des itinéraires et du travail. Donc quelqu'un pose la question de l'alternance des types d'apports organiques, engrais, amendement par exemple. Est-ce que c'est bien d'alterner ou est-ce que l'apport doit être annuel, notamment, enfin, il y a une question sur l'aspect des vignes. Donc est-ce que je dois faire des apports un petit peu annuels? Ou est-ce que je dois alterner, voilà, cet aspect-là? Est-ce que je dois à un moment donné penser plutôt nourrir la plante, plutôt le sol? Donc, question, et quel est l'avis de l'agronome? Alors, j'ai toujours du mal à répondre il faut faire ci ou ça. Je vais vous faire une vraie réponse d'agronome, c'est que ça dépend. J'aime bien partir d'un contexte et d'un diagnostic déjà de sol pour pouvoir conseiller des pratiques. Donc si vous êtes sur des sols fortement dégradés avec des teneurs en matière organique assez faibles qui dérapent petit à petit, oui, des apports très fréquents de type amendement organique vont permettre de reconstruire, de reconsolider, j'ai envie de dire, votre garde-manger, votre stock finalement de matière organique du sol et de le reconstituer petit à petit. D'accord ? À l'inverse, si vous êtes sur un sol qui est très très riche en matière organique, mais que vous voyez des fois que vos cultures démarrent mal ou que la vigne débourre assez mal ou lentement, etc., ça veut dire qu'il manque d'énergie à votre système. Et à ce moment-là, de jouer sur des matières organiques plutôt fraîches qui vont permettre de stimuler les activités biologiques, vont vous relancer la machine, j'ai envie de dire. Et donc à ce moment-là, vous allez permettre donc d'avoir une meilleure croissance et une meilleure nutrition de vos plantes. Donc ça dépend d'un diagnostic initial. Et donc savoir s'il faut le faire tous les ans ou pas tous les ans, ce type d'approche et d'apport, ça va dépendre de votre diagnostic. C'est ce que je vous disais aussi. Vous pouvez apporter des doses fréquentes d'engrais organiques pour complémenter l'offre de votre sol à des moments donnés, parce que c'est très compliqué de piloter les fournitures du sol et de synchroniser ces fournitures du sol avec les plantes. Donc c'est là où des apports bien pensés au bon moment avec les bons produits peuvent permettre en fait de compléter cette offre du sol à des moments opportuns des différentes phases de croissance. Mais voyez, encore une fois, je botte un peu en tout, je vous fais une réponse à la normande et d'agronome, donc ça dépend et il faut aussi déjà un bon diagnostic de départ avant de répondre Donc à la ça. base, effectivement, la base un peu de ce qu'on peut aussi retenir de toute l'intervention d'aujourd'hui, c'est ça, c'est que la base, c'est le diagnostic. Donc, Oui. regarder sa structure, regarder son pH, regarder son statut organique. Et oui. Après, autour de ça, construire des approches, des outils existent. C'est comme ça qu'on... Adapter à un contexte socio-technique et économique, c'est important parce il y a plein de personnes qui donnent des recettes universelles aujourd'hui. Non, ça ne marche pas. Il faut connaître les personnes que nous avons face et leur contexte et les difficultés auxquelles font face
pour pouvoir répondre à leurs demandes précisément et ne pas donner des recettes toutes faites qui n'existent pas en agriculture. Voilà, quitte à vous décevoir, voilà, je vous apprends que ça n'existe pas. Non. Il faut tout à fait nuancer. Enfin, moi, juste pour aller dans ce sens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de nuance. Effectivement, c'est labour versus semi-direct. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on fait des prairies, à un moment donné, on ne va pas semer derrière non plus. Donc, il faut aussi nuancer les propos. À chaque fois qu'on fait quelque chose, il faut savoir pourquoi on le fait, pourquoi tout simplement. Et aujourd'hui, on ne peut pas comparer une forêt et puis les terres agricoles. C'est des gros raccourcis qui sont faits. Une forêt, c'est riche avec son écosystème. Des terres agricoles n'ont pas le même type de production. Et donc, il ne faut pas oublier effectivement ces fameux indicateurs qui vous permettent de piloter vos sols en fonction de ce que vous voulez et votre diversité des sols. De même qu'un arbre ne donnera pas la même biologie des sols qu'une plante annuelle. Et donc, voilà, vous allez vraiment tout modifier, donc tout nuancer, et c'est pas blanc ou noir, ça sera toujours un peu grisé au milieu à adapter en fonction de vos conditions. En tout cas, merci beaucoup pour le temps consacré et pour la présentation. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Merci il y a quelques questions encore en suspens, mais nous allons clôturer ce 5e webinaire agro-organique et on vous répondra par mail. Derrière, on vous répondra chacun individuellement. Donc, merci beaucoup et on vous retrouve très prochainement pour un nouveau webinaire. Donc, vous avez compris, on va creuser un petit sillon, comme l'a dit Manu, au niveau du cycle sur le sol pour mieux comprendre le sol. Et on a commencé à ouvrir cette boîte et on va continuer dans les mois à venir. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir et bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir.